La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Érasme, 1469-1536. Plutôt que de critiquer directement la société, Érasme utilise une marotte. Que voici. C'est, comme vous le voyez, une marionnette, le symbole de la folie, un bouffon qui décrit le monde à l'envers. Un monde dans lequel les théoriciens, les prédicateurs, les hommes de gouvernement sont remis en place, tandis que les humbles, les naïfs, les fous sont des hommes raisonnables. Au grand discours, il opposait ces courts adages qu'on vient de rééditer fort judicieusement. Parler beaucoup n'est pas parler bien. À l'agressivité, si tu es un vautour attends un cadavre, il répondait par l'hospitalité. Ta porte sera alors aussi usée que celle de la cabane du berger. Le XVIe siècle commençant allait s'obscurcissant. Les guerres de religion pointaient leur museau. Il essayait de garder l'idée d'une Europe chrétienne ouverte, qu'il parcourait de long en large, avançant à la lumière des sources antiques et bibliques. Mais à mesure que se radicalisaient les positions des luthériens et des catholiques, sa gloire ne suffisait plus à le protéger du soupçon. Les premiers, les luthériens, ne supportaient pas qu'il refuse de les soutenir. Les seconds disaient « Il a pondu l'œuf que Luther ensuite a couvé ». Il mourut peut-être déjà vaincu, et ses livres furent retirés des rayons, et pourtant il avait maîtrisé tous les genres, la satire et la diatribe, l'essai et le colloque. Chaque fois qu'on regratte les cicatrices du continent, on l'oublie de nouveau, mais chaque fois qu'on relance la civilité européenne, on l'appelle à la rescousse. Un exemple, le système d'échange universitaire qui porte son nom, un de ses adages favoris était « N'hésite pas à semer ». Jean-Christophe Saladin, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'éditeur aux belles lettres d'une collection qui s'appelle Le Miroir des humanistes. Et puis vous publiez aussi aux belles lettres les 4151 adages d'Érasme. Alors vous aimez bien les entreprises collectives, vous avez été chef d'entreprise autrefois, vous avez bien entraîné les gens en prenant la parole et ensuite en les fédérant. Il paraît que vous enseignez l'art de la prise de parole. Absolument. J'ai même monté ma petite entreprise, Rhétoricard, qui consacrée à aider les personnes qui ont des problèmes de prise de parole en public, ce qui est extrêmement vaste, puisque ça va depuis le patron qui doit faire le discours de fin d'année ou de remise de la médaille du travail, jusqu'à la personne qui est glacée d'épouvante à l'idée de parler dans une réunion alors même qu'elle a raison et qu'elle se fait piquer la parole, surtout si c'est une femme, par tous les imbéciles venus. Et tous ces gens-là, on peut les faire travailler avec l'aide d'Érasme. D'ailleurs, sur certains points où c'est très étonnant l'utilité de ces adages et de ces règles. Et donc, j'ai la chance de pouvoir mettre à profit aussi bien mes études humanistiques que les autres dans ma vie professionnelle et de chercheur et d'historien. Un petit groupe se réunit, composé de gens fort divers, et vous les mettez au travail tous ensemble pour traduire du latin, parce qu'Érasme écrit toujours en latin ses adages. Oui, un petit groupe se réunit, il faut le dire vite. Ça a commencé, c'était à l'Alliance française, après, à la sortie d'un concours d'éloquence en latin, je vous passe les détails. Oui. Du haut de la scène, je lance à la salle l'appel. Chers amis, je voudrais traduire les adages d'Érasme. C'est un travail pharaonique. Qui est partant ? 5 ou 6 lèvent le doigt. On fait des essais. On réunit d'autres amis qui en amènent d'autres. Et on se retrouve à la fin une 60aine. Et on travaille pendant pas loin de 5 ans, avec le soutien des belles lettres, évidemment, sans quoi ça n'aurait pas été imaginable. Et on arrive au bout. Alors, j'accorde qu'il faut un certain doigté de meneur de groupe pour tenter ce genre de folie. Premier gimmick, c'est pas un mot latin, on essaiera de citer le plus souvent possible, je compte sur vous, des adages. Allez, je donne l'exemple, il faut commencer à la ligne de départ. C'est un homme dont la vocation de moine est, comment dire, minimale. C'est le moins qu'on puisse dire, et c'est à la fois touchant et un peu affreux. Cet homme qui était enfant bâtard d'un prêtre
ses parents meurent alors qu'il est très jeune. Il est confié par la famille, on ne sait pas très bien comment, à un couvent. Il y reste, il s'y trouve bien parce qu'il se trouve que ce garçon est excessivement doué pour les langues, comme l'avait été à l'époque Pétrarque. Il devient en quelques années un latiniste de première classe dans un monde vulgaire et très ignorant. Et toute sa vie, alors ce don qu'il avait pour les langues et cette curiosité philologique qu'il avait l'a mené jusqu'à des sommets extraordinaires, puisque jusqu'au grec et jusqu'à mettre le grec à la disposition de toute l'Europe, alors qu'il en avait disparu depuis quasiment 1000 ans. Et donc il va parcourir l'Europe humaniste, quittant assez vite son couvent de chanoines augustins dans une perpétuelle course aux sources de la culture et course aux ressources financières qu'il ait donné son nom au réseau Erasmus est au fond convenable. Avant, j'étais pas sûr de moi, mais en réfléchissant, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je parte. Il a fallu que je me renseigne à ma fac sur les échanges universitaires européens. Ça s'appelle Erasmus, et c'est un bordel innommable. Vous patientez, s'il vous plaît. Vous demandez qui est Erasmus. J'ai regardé sur internet parce que je savais pas non plus. Et très franchement, j'ai pas bien compris. Pour aller vite, je crois que c'est une sorte de voyageur hollandais vers 1500. Bonjour, c'est pour une demande de dossier Erasmus. Vous avez votre fiche d'inscription? Je viens de la récupérer. Il n'y a rien qui est rempli, là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Moi, c'est... Mais je viens de la voir. Ils avaient perdu mon dossier, je suis obligé d'en remplir un autre. Ouais. Bon, alors, pour un dossier d'Erasmus, pour un DEA, c'est pas compliqué. Il vous faut l'accord de votre directeur de recherche ici. Il vous faut l'accord, la signature de votre directeur de recherche là-bas. Il vous faut l'accord de l'université d'accueil, l'accord... C'était moins compliqué quand même à l'époque d'Erasme. Il suffisait, adage, de chausser ses sandales ailées. Oui, c'était moins facile. On circulait énormément, les étudiants circulaient énormément. On trouve des traces de gens qui étaient à Paris en janvier, à Munich l'été et à Londres l'hiver suivant, pour suivre leurs études. Alors, il y a le continent, mais il ne faut pas oublier les îles. Ça, c'est le deuxième gimmick, la marotte de l'auteur de l'éloge de la folie. Les îles britanniques, et il y va plus d'une fois, c'est l'Angleterre d'avant la réforme d'Henri VIII qui la fera entrer en dissidence religieuse. Bien sûr, et l'Angleterre est très importante pour Erasme parce que c'est là qu'il a appris le grec profondément, en compagnie de Fischer, Thomas More, John Colley, de grands érudits qui se trouvaient là-bas, donc c'est capital. Et c'est là-bas qu'il a trouvé la subsistance, car on lui a fourni, un archevêque anglais lui a fourni un bénéfice petit, mais qui lui a permis de vivre le restant de ses jours. Et l'Angleterre était un peu sa patrie d'élection. Il était la coqueluche de la cour déjà chez Henri VII, et donc c'est un pays essentiel pour lui. Alors Londres, Oxford, Cambridge, où il occupe une chaire. Un petit passage à Paris ? Petit passage à Paris, bon, plusieurs passages à Paris, de même qu'en Angleterre, il allait, il venait, il allait, il venait. À Paris, il était venu faire des études de théologie. Il n'a jamais pu passer le doctorat parce qu'il s'était fait des ennemis à la Sorbonne. Il a dû aller à Turin passer son doctorat de théologie sur la route de Venise. Et deuxième passage à Paris où il a imprimé la version, comment dire, le prototype, l'embryon des adages, qui était un tout petit bouquin qui contenait 820 ou 830 adages, tous en latin. On ne savait pas imprimer le grec à Paris, et donc ça a été le point de départ, la braise. Donc, alors, à l'époque, 1500, les adages sont à beaucoup plus petit volume, vous le dites, que l'In-Folio que vous avez transformé en 5 tomes. Absolument. En 1515, les frères Holbein arrivent à Bâle. Chez l'humaniste Myconius, on leur donne à étudier le récent ouvrage d'Erasme, L'éloge de la folie, que l'auteur vient de donner à imprimer. Par Dieu, quel théâtre est cela! Quelle agitation et quelle variété de fous! L'un se meurt pour une petite femme, et moins il est aimé, plus il se passionne. L'autre épouse non une femme, mais une dot. L'un prostitue sa femme, l'autre la surveille jaloux comme Argus. Un homme fera passer dans son ventre tout son gain, au risque d'être affamé bientôt. Un autre mettra son bonheur à dormir, et à ne rien faire. Des gens s'agitent sans relâche pour les affaires du voisin, et des leurs n'ont cure. Certains vivent d'emprunt, se croient riches avec l'argent d'autrui, et sont à 2 pas de la déconfiture. Tout le bonheur de celui-ci est de vivre pauvre pour enrichir un héritier. Il en est qui courtisent les vieillards sans enfants,
pensant ainsi s'enrichir plus commodément. D'autres, bien entendu, font le même manège auprès des vieilles femmes fortunées. Tout cela prépare aux dieux un spectacle bien amusant pour le jour où les dupeurs sont dupés. Alors vous avez parlé de la route de l'Italie, on a parlé de Paris, on a parlé de l'Angleterre. Le port d'attache, si on peut dire, au moins à partir de 1514, c'est la ville de Bâle, qui est une petite cité avec quelques rues, pas beaucoup de circulation. Oui, mais qui fait partie de ces quelques villes, des villes à bourgeois, donc des villes très indépendantes politiquement, qui étaient nombreuses en Allemagne et qui étaient le foyer d'un développement technologique, industriel, intellectuel absolument inimaginable. L'imprimerie a été inventée dans une ville de ce genre-là, à Mayence. Bon. Et Bâle s'est trouvé, d'ailleurs tout le XVIe siècle, s'est trouvé quasiment la capitale européenne de l'imprimerie, distançant souvent même Paris, voire Venise. Bon. Et c'est à Bâle qu'il va avoir son imprimeur. C'est à Bâle qu'Erasme a vécu ces longues années, pratiquement 20 ans, de collaboration très étroite avec Froben, ce grand imprimeur, qui lui-même reprenait quasiment dans les mêmes termes le flambeau de la fameuse imprimerie d'Aldemanus à Venise, qui avait inventé l'imprimerie grecque. Alors dites donc, c'est d'abord à Venise qu'il imprime les adages, c'est ensuite... version complète, c'est ensuite à Bâle qu'il fait imprimer son ouvrage le plus connu, L'éloge de la folie, dont on a entendu un extrait il y a un instant. Cet extrait d'Éloge de la folie, dont je vous remercie, nous rappelle que l'Éloge de la folie, c'est un morceau oratoire. C'est fait pour être lu à haute voix. Et d'ailleurs, au passage, je regrette que vous n'en ayez pas proposé une lecture faite par une voix de femme, parce que c'est la folie qui parle. Et à ce propos, j'ai eu la chance d'assister, c'était sauf erreur, le 10 décembre dernier, à un magnifique concert de Jordi Savall sur l'éloge de la folie, dans lequel l'éloge, le texte était lu par une jeune comédienne qui avait une voix absolument parfaite et une gestique et qui nous a joué la folie. C'était Louise Moatti, sauf erreur. Et le texte prend un sens absolument extraordinaire, infiniment plus intéressant qu'à la lecture muette. L'éloge de la folie, c'est vraiment un morceau d'acteur. Alors comment peut-on comparer l'éloge de la folie et les livres de sagesse primitive, éternelle, que sont les adages? Alors, il y a un lien immédiat. Alors moi, il m'est apparu, ça m'a amusé d'ailleurs, c'est vers la fin du travail, quand on arrivait au bout des adages, cette énorme entreprise, ces 4151 adages, et tout d'un coup, je me dis, mais et l'éloge de la folie, quel rapport est-ce qu'il a? L'éloge de la folie a un rapport évident et immédiat, c'est que c'est le premier livre qu'Erasme a écrit, a composé, après les adages. Or, les adages sont, entre autres, le mode d'emploi de la littérature humaniste nouvelle. Et Erasme explique comment il faut s'y prendre pour écrire un livre profond et léger et riche de toutes les métaphores de l'Antiquité. Et il en fait la démonstration sur le chemin du retour, quand il dit dans sa préface, c'est très drôle, il dit « Il n'y a pas longtemps, j'étais à cheval pendant de nombreux jours. » Qu'est-ce qu'il faisait à cheval? Il allait de Venise et il remontait à Londres. Et qu'est-ce qu'il avait fait à Venise? Il avait publié les adages. Et qu'est-ce qu'il a fait en route? Il s'est mis à l'ouvrage, il a fait la démonstration, et c'était l'éloge de la folie. Mais on peut lire vos adages d'une autre manière, un peu comme on feuilletait autrefois les feuilles roses du Petit Larousse, et glaner. Il n'y a pas besoin de lire longuement, qui donne vite, donne deux fois. Tu cherches de l'eau dans la mer, ta porte est aussi usée que celle d'une cabane de berger. Absolument. Là, vous mettez le doigt sur un des aspects essentiels des adages, c'est que c'est une œuvre ouverte. Ça ne se lit pas en continu, on peut l'ouvrir à n'importe quelle page, le refermer à n'importe quelle page, et on a toujours l'essentiel. C'est-à-dire que ce livre, on se dit souvent « Ah oui, mais c'est une collection de proverbes, donc bon, c'est intéressant un petit peu, mais pas tant que ça. » En fait, non, c'est pas une collection de proverbes, c'est un empilage de formules métaphoriques élégantes, empruntées à des auteurs antiques, de l'Antiquité païenne, pas chrétienne, qui ont fait leurs preuves. Alors qui, évidemment, il y a ceux qu'on connaît, Platon, je ne sais pas, Sophocle, Euripide, Homère, et il y a tous ceux qu'on ne connaît pas, et que même nous, les traducteurs, je peux vous dire, on a eu des découvertes invraisemblables. Certains n'étaient pas tous des découvertes, mais des auteurs qu'on ne lit plus. Lucien, par exemple, qui était l'auteur fétiche d'Erasme, qu'on ne lit plus, et c'est un auteur... Erasme disait...
Vous savez, la vieille histoire, tu pars sur une île déserte, tu dois emporter 2 auteurs. Qu'est-ce que tu emportes? Alors, c'est pas comme ça qu'il le disait. Erasme disait, s'il y a 2 auteurs à garder de toute la littérature mondiale, c'est Homère et Lucien. Il vivait en symbiose avec cette forêt de citations. Dites-moi, toutes ces villes qu'il parcourt, ces universités qu'il visite, c'est le prince qu'il courtise. Ça l'empêche d'avoir une vraie maison? Où il transporte sa maison, ses élèves, ses disciples, sa cuisinière avec lui? Ah, c'était pas un sédentaire, ça de loin pas. Et alors, c'est ça le paradoxe qui est très touchant d'ailleurs. C'est un homme qui aimait la tranquillité et même le confort. Il aimait bien manger, il aimait bien boire, il adorait le vin de Bourgogne, comme c'était la grande mode d'ailleurs à l'époque, notamment en Allemagne. Il aimait beaucoup la bonne cuisine, il aimait les bons lits avec de bons draps, et il a passé son temps à déménager, en général parce qu'il était chassé, soit par la pauvreté, soit par l'Inquisition, soit par... enfin bon... Il aurait bien aimé vivre adage, telle la tortue, retirée dans sa carapace, avec autour de lui un jardin extraordinaire. Si on passe cette chanson de Charles Trenet, c'est parce qu'une des demeures de Erasme à Anderlecht est maintenant entourée d'un jardin philosophique où il aimait méditer. C'est la tradition du jardin pharmaceutique du Moyen-Âge transformé par les humanistes. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Je vis soudain passer la plus belle des filles. Il fallait bien trouver dans cette grande ville perverse une gentille amourette, un petit flirt de 20 ans qui me fasse oublier que l'amour est un commerce. Oui mais pas dans mon jardin extraordinaire. Un ange du bizarre, un agent nous dit: étendez-vous sur la verte bruyère, je vous jouerai du luth pendant que vous serez réunis. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Erasme avec Jean-Christophe Saladin qui édite en 5 volumes aux belles lettres les 4151 adages du prince de l'humanisme, dont l'idéal était d'avoir peut-être une statue d'un Christ miséricordieux à l'entrée du jardin, qui au fond ne respectait pas toujours tous ses vœux, ni dans le jardin, ni dans la maison. Vous êtes bien d'accord? Absolument. Oui, mais voilà que la marche de l'histoire s'accélère. Donc les adages sont parus, l'éloge de la folie est paru, et en 1517, dans la bonne ville de Wittenberg, sur une porte devenue fameuse, un moine nommé Luther cloue ses thèses. Nous sommes obsédés par les reliques, les indulgences, les pèlerinages ou les lieux saints. Pourtant, tout le temps, il y a le Christ. Il ne se trouve pas dans les eaux des saints, mais ici, dans votre amour les uns pour les autres, dans votre amour pour vos proches, dans ces sacrements et dans la parole sainte de Dieu. Si nous vivons la parole par la foi, dans l'amour et dans l'obligeance à notre prochain, nous ne devons craindre le jugement d'aucun homme. Voilà le film d'Éric Thiel, 1517. Alors, 1517, pour tout le monde, pour les auditeurs, pour tous les gens cultivés ou pas, bien sûr, c'est les thèses de Luther contre les indulgences. C'est donc le déclenchement de cette guerre civile qui a déchiré l'Europe, qui a massacré l'Europe pendant plusieurs siècles. Mais on oublie souvent que la Révolution avait déjà commencé, l'Europe était déjà en effervescence, car, et c'est ça qui a autorisé Luther à afficher ses thèses, il l'a dit lui-même, car exactement 1 an et demi plus tôt, en février 1516, Erasme avait publié chez Froben à Bâle un ouvrage qui a été le sacrilège du siècle et le scandale du siècle, une nouvelle traduction du Nouveau Testament à partir du grec en latin. Donc, qui divergeait de la Vulgate et qui divergeait,
mais sur des centaines d'endroits, je vais vous en citer 2, qui ont à l'époque été le coup de tonnerre. Il a même modifié le paternoster. Vous vous rendez compte, le paternoster, il a modifié également le premier verset de l'évangile de Jean que l'on lit à la fin de chaque messe. Moi, quand j'étais enfant de chœur, quand j'ai lu que Érasme avait fait ça, je vous assure, c'était il y a une quinzaine d'années, j'ai sursauté, je me suis dit là quand même, il a eu une audace inimaginable. L'Europe a été mise à feu et à sang à cause de ça. Luther a suscité une certaine sympathie au départ. Ah, bien sûr. De la part d'Érasme. Mais Érasme était d'accord avec lui sur tout sauf une chose. Alors, Luther avait très bien compris la chose, puisqu'au début, bien que professeur de théologie à Wittenberg, il n'était pas un homme célèbre et il n'avait pas de soutien public ni politique. Donc il a immédiatement écrit à Érasme pour lui demander de le soutenir. Et Érasme lui a répondu des lettres très élogieuses. Mon cher, je suis d'accord, si vous voulez dénoncer les excès, les abus de l'Église, le luxe des cardinaux, mais les indulgences, Érasme y allait à deux mains. Le problème est venu lorsque la réforme a commencé à s'imposer et que Luther, qui avait un sens politique extrêmement développé, a conquis des soutiens de très très haut niveau dans l'Empire et qu'il s'est opposé frontalement au pape et qu'à ce moment-là, donc vers 1523-24, Luther a demandé à Érasme d'écrire pour le soutenir, mais pour le soutenir politiquement. Et Érasme a toujours refusé pour une raison très précise qu'il a donnée. Il n'a jamais accepté, Érasme n'a jamais accepté l'idée de la prédestination de saint Augustin, si vous voulez. Pour Érasme, l'homme est libre. L'homme est fait pour le bien et pour vivre heureux. Et surtout, il est libre de ses gestes, donc il est responsable de ce qu'il fait. Donc pas de prédestination. Luther ne lui a jamais pardonné, de même que l'Église de Rome ne lui a jamais pardonné d'avoir modifié la Vulgate, ce qui a fait que la totalité de ses œuvres, je pense qu'il faut le dire quand même, a été mise à l'index de première classe au Concile de Trente. En même temps, l'Église de Rome, qu'il a visité, entrevu, dont il admirait la manière dont elle se glissait dans la tradition antique, l'Église de Rome peut lui être reconnaissante d'avoir refusé l'idée de schisme, l'idée de séparation. Il considère quand même Luther comme un sectateur, et lui il se considère comme un médiateur, il déteste la division. Mais on était dans un temps où l'Église romaine était, l'Église catholique, était une énorme machine politique, économique et financière, mais politique, et tout ce qui risquait de mettre en question l'autorité de l'Église devait être détruit par le fer et par le feu, et par l'Inquisition. Et autant les quelques premiers papes, Léon X et ses successeurs, qui étaient assez proches des humanistes, l'ont soutenu, lui, Érasme, autant les successeurs, qui étaient des fous furieux, quand ils ont déclenché la guerre totale contre la réforme, c'est-à-dire la contre-réforme, et le Concile de Trente, ont décidé qu'il valait mieux faire disparaître de la surface de la Terre tout ce qui pouvait soutenir, même indirectement, la réforme, donc l'imprimerie, donc le grec et l'hébreu. La réforme catholique, vous dites la contre-réforme, Jean-Christophe Saladin s'est déclenchée plus tôt après la mort d'Érasme. Il ne faut quand même pas qu'on oublie un épisode de la radicalisation antécédente. 1524, la rébellion de Luther, d'une certaine manière, a encouragé de fait les humbles paysans à se révolter. Et Luther a été comme pris au piège. Faut-il soutenir les paysans qui parlent de la liberté au nom de l'Évangile ou se montrer fidèle à ceux des princes qui le soutiennent? Alors le voici dans un dilemme comme on l'a connu Érasme. Je ne suis pas venu ici pour vous critiquer. Allez-y, allez-y, mon père, j'ai l'habitude des critiques, ça fortifie les muscles. Le subtil plaisantin d'Érasme, ce qu'il voudrait, c'est marcher sur des œufs sans les casser. Et puis, pourquoi m'accuseriez-vous? Oui, je vous vois venir. La révolte des paysans, n'est-ce pas? Vous aussi, vous pensez que j'aurais dû les encourager? Je n'ai pas dit cela. Alors? Mais vous n'auriez jamais dû encourager les princes. Ils ont massacré 100 000 de ces malheureux. Et c'est vous qui les y avez poussés. Et cependant, la cause des paysans était juste. Mon père, on ne gouverne pas le monde avec un rosaire. Propos de Luther que vous avez eu raison de présenter comme un politique et à qui Érasme se reprochait avec ses partisans de se comporter en nouveau tyran. Absolument. Ben, Luther, on connaît malheureusement cette triste affaire. Luther a finalement sacrifié les paysans révoltés
sur l'autel de la réforme et de l'avenir politique de la réforme. C'était un très grand politique. Bon, de même que l'Église romaine a sacrifié des populations entières à l'unité de l'Église. Et Érasme, lui, était viscéralement hostile à toute conversion forcée, à toute prise de pouvoir par les armes. Il l'a écrit. Il y a un adage extraordinaire qui s'appelle « Dulce bellum in expertis ». La guerre ne paraît belle qu'à ceux qui n'en ont pas l'expérience. C'est un des plus beaux, un des plus longs. Tout est dit là-dedans. Bref, il était temps qu'Érasme disparaisse parce que la radicalisation marque les dernières années de sa vie. Il est obligé de quitter Bâle, même un moment. Enfin, il y revient pour mourir en 1536. Et puis, c'est la réforme catholique, la mise à l'index. Vous l'avez dit, dans les temps de ténèbres, reste l'éducation. Il faut prendre, on revient à notre thème Erasmus du départ de l'émission, l'enfant, même avant l'âge de l'étudiant, il faut prendre l'enfant au plus jeune âge. Il a inventé à sa manière les traités de civilité, par exemple, 1529, peu avant sa mort, sur l'éducation libérale des enfants. Avoir la morve au nez, c'est le fait d'un homme malpropre. On a reproché ce défaut à Socrate, le philosophe. Se moucher avec son bonnet ou avec un pan de son habit est d'un paysan, sur le bras ou sur le coude d'un marchand de salaison. Il n'est pas beaucoup plus propre de se moucher dans sa main pour l'essuyer ensuite sur ses vêtements. Il est plus décent de se servir d'un mouchoir, en se détournant s'il y a là quelque personne honorable. Enfler les joues est un signe d'arrogance. Les laisser pendre est montrer du désespoir. L'un est d'un Trason, l'autre d'un traître Judas. Rire de tout ce qui se fait ou se dit est d'un sot. Ne rire de rien est d'un stupide. Rire d'un mot ou d'un acte obscène marque un naturel vicieux. L'éclat de rire, ce rire immodéré qui secoue tout le corps et que les Grecs appelaient pour cela le secoueur, n'est bienséant à aucun âge, encore moins à l'enfance. Il y en a qui, en riant, semblent hennir. C'est indécent. Nous en dirons autant de ceux qui rient en ouvrant horriblement la bouche, en se plissant les joues et en découvrant toute la mâchoire. C'est le rire d'un chien ou le rire sardonique. Pour terminer avec quelques mots sur Érasme pédagogue, alors curieusement, Érasme n'était pas professeur au sens strict du terme, mais il a écrit toute sa vie des ouvrages pédagogiques, soit pour les enfants, soit pour les adultes, les adages par exemple, ou ces fameux colloques. D'ailleurs, c'est pas des colloques. En vrai, colloque, ça veut dire colloquia, ce sont les conversations familières, comme celles qu'on peut en avoir autour de ce micro. Et pour Érasme, l'éducation des enfants, la pédagogie, ça devait être court, léger, humoristique, critique, d'où Lucien, rempli de la pratique familière des grands auteurs de l'Antiquité et des grands poètes païens. Et à ce titre, il était l'ennemi de tous les dogmes, ce qu'on ne lui a pas non plus pardonné. Et en cela, il était profondément moderne. Adage, nous sommes bavards comme des tourterelles. Il faut finir en recommandant les 5 volumes sous coffret, édition limitée, aux belles lettres. Alors, on estime davantage celui qui mène un joli chien, on dirait aujourd'hui les people, que celui qui présente un ouvrage savant. Mais on peut quand même vous remercier, votre éditeur et votre équipe, d'avoir accompli ce tour de force. Les adages, c'est de la nourriture pour demain. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, préparée par Franck Olivard, Camille Poux, Jalagui et Frédéric Martin. À la réalisation aussi, Lidvine Caron et Élise Christophe.